Et c'est parti pour les crêpes alsaciennes de bon matin pour l'équipe de Mulhouse. Le capitaine à la baguette. Avec son fidèle moussaillon qui le regarde, hein, comment faire. Voilà, voilà. Une grosse technique, hein. Tu vas faire combien de crêpes là à peu près, JN, ce matin pour l'équipe? Alors pour l'explication, je mets 1 litre de lait. D'accord. Pour les gens qui aimeraient bien reproduire, hein. 1 litre de lait, 500 g de farine et 6 œufs. Bon bah c'est super ça. Et vous connaissez mon petit dernier? C'est vraiment... Ça commence à faire un beau tas. Et les Indiens sont friands de crêpes, alors vu qu'ils jouent mieux que nous, on les nourrit comme on veut. Hein. Salut les amis, on est reparti pour plein de nouvelles vidéos puisque je viens de rentrer à l'instant du top 16 où je jouais pour Mulhouse. Le top 16 se déroulait à Chartres. Il y avait les 16 meilleures équipes de France. Je jouais dans une équipe très jeune et très forte, emmenée par 3 Indiens très connus déjà, puisqu'ils sont grands maîtres, même grands maîtres de haut niveau, et peut-être qu'ils auront un jour l'occasion de jouer pour le titre mondial. Il y avait Erigaisi, Sarine et Mendonca, qui étaient du coup les locomotives de notre équipe. Derrière, il y avait plusieurs joueurs français, maîtres internationaux ou grands maîtres internationaux qui composaient notre équipe. Il y avait les grands maîtres Andrei Sokolov, Jean-Noël Riff et les maîtres internationaux Jovan Gatino, Quentin Bury, Firakato Maharo et moi-même. Je n'oublie pas les maîtres FIDE, Elliot Papadiamandis et la grand maître féminine Andrea Navrotescu. J'espère n'avoir oublié personne. En tout cas, on a très bien figuré dans ce top 16, puisqu'on finit à la 6e place. Ça veut dire qu'on a pu jouer la poule haute. Il y a les 7 premières rondes qui ont été disputées et ensuite on s'est retrouvé dans une poule haute puisqu'on avait terminé dans les 4 premières équipes de la poule B. C'est-à-dire qu'il y a 2 poules. Les 4 meilleures équipes de chaque poule se retrouvent pour jouer les premiers rôles en poule haute. Les 4 dernières de chaque groupe jouent pour le maintien dans ce qu'on appelle la poule basse. Voilà ce tour d'horizon au niveau des teams. Et maintenant, je vais revenir sur mon propre tournoi. J'ai pris quelques images pour vous montrer un peu quelle était l'ambiance en top 16. Vous allez pouvoir les voir. Et maintenant, je vais passer à toute autre chose avec mes propres parties. C'était mon retour à la compétition puisque j'ai joué 9 parties en juin de l'année précédente. J'ai donc joué 9 parties en 2 ans et demi. Pour un joueur à peu près 2450 comme je suis, c'est hyper dangereux d'aller en division professionnelle sans avoir une pratique assidue du jeu. Et on va voir ce que ça va donner partie après partie. Et pour cette première vidéo, je vais tout simplement vous donner les principales clés pour vous débrouiller quand vous jouez un ami aux échecs. Dans le domaine de la compétition, il vous arrive fréquemment de jouer des connaissances, des amis. Et bien, il va falloir faire abstraction de tout cela. C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, puisqu'il y aura l'aspect technique où on va essayer de surprendre l'adversaire. Et il y aura l'aspect psychologique où effectivement, il va falloir être focus sur la partie et pas penser que l'on connaît l'adversaire forcément. Passé à un moment donné, Olivier Giroud, qui n'a pas encore cadré une seule frappe depuis le début de cette Coupe du Monde. Il en suffira d'une, et il en suffira d'une avec Samuel Umtiti qui vient couper
L'étape numéro 1 dans une partie, c'est forcément l'ouverture. Et quand vous connaissez votre adversaire, que lui vous connaît, je dirais que c'est encore plus important. Il peut y avoir un véritable poker menteur, puisque l'objectif, ça va être peut-être de changer, en tout cas de ne pas indiquer à l'adversaire à l'avance ce que l'on va jouer. Il vous connaît, il peut donc se préparer sur votre ouverture. C'est encore plus vrai à niveau professionnel. Donc pour cette première partie, et je suis arrivé dans cette position, j'ai choisi la défense française que je joue parfois en streaming, mais que je joue très très peu à titre individuel en match officiel. Maintenant, je m'étais fait complètement lire par mon adversaire. On va dire que j'ai perdu la bataille de l'ouverture et je vais vous l'expliquer. Je vais vous montrer ce qui s'est passé dans cette défense française. Et à vrai dire, après la partie, mon adversaire, Thibaut Réal, m'a dit « Je m'attendais à ce que tu joues une française ». Et je ne vois pas comment c'est possible puisque le matin même, quand moi je me préparais, je n'étais pas du tout sûr de jouer une défense française. J'ai vraiment décidé de le surprendre. Et en fait, cette surprise a fait un véritable flop puisque lui était encore beaucoup mieux préparé que moi sur le sujet. Je vous montre, là on est dans une position de rock opposé. Un des joueurs a fait le grand rock, moi j'ai fait le petit rock. C'est une position véritablement aiguë. Et il est donc dans les positions aiguës très importantes de connaître. C'est une véritable bagarre qui va s'engager. Je vous rappelle, j'ai déjà dit sur la chaîne, que les rocks opposés, c'est des positions de course à l'attaque. Donc, ça va fighter ici, dans cette ouverture. Alors, je vous montre comment on est arrivé là. Thibaut a démarré par E4. C'est déjà une surprise pour moi. Je m'attendais plutôt à D4 par rapport à ce que j'avais vu dans les bases de données sur mon adversaire. Je le connaissais un petit peu. Il a donc changé avant le tournoi. J'ai joué E6, donc la défense française, en voulant le surprendre. Il a joué très très vite. J'ai laissé les temps pour que vous puissiez apprécier qu'après quelques coups, mon adversaire, là on est dans la théorie pure, c'est une Française Alekhine Chattard qui va arriver. C'est une Française de Gambie. Je ne vais pas rentrer dans le détail théorique. Bref, il y a beaucoup de coups logiques pour le moment avec du développement de chaque côté. E5, cavalier D7. Et là, le coup très étonnant, H4, c'est un Gambie. On ne prend pas en G5 ici, il y a H prend G5, ça ouvre la colonne de la tour. Je peux gagner un pion avec Dame prend G5, je vous assure, la position est très très difficile puisque je sors ma Dame dès le départ et il va me la harceler. Ça va être l'horreur, c'est une position connue et c'est petit avantage blanc, donc ça je le savais. Et j'avais préparé la variante moderne avec H6. Donc H6, c'est normalement une variante qui est plutôt sympa, mais je ne connaissais pas en détail, si vous voulez, c'était pas du tout mes révisions. Je révisais à peu près 2 heures le matin. C'était pas du tout. J'avais passé même 2 minutes, si vous voulez, sur cela. Donc, Dame prend E7, Dame D2. Je savais que Dame G4 existait, mais Dame D2, c'est plus précis. Ça permettra, si je rock, d'envoyer les pions et de ne pas être gêné par la Dame. Donc, du coup, je rock. Thibaut fait F4, c'est assez logique ce coup F4 pour densifier le centre. Une des idées clés des noirs, c'est C5 pour miner le centre adverse. Et le pion E5 se retrouverait vraiment embêté. Le centre se ferait vraiment attaquer, donc on densifie le centre, c'est assez logique. Je joue C5 quand même, c'est logique d'attaquer le centre, puisque mon adversaire a quand même de l'espace au centre. Cavalier F3, KSC6, on est toujours dans la théorie. Et là, Thibaut joue grand rock. Vous remarquez que j'ai 1h29 à la pendule alors que j'avais 1h30 au départ. Je rappelle qu'on nous donne 30 secondes à chaque coup en plus. La cadence est 1h30 plus 30 secondes par coup pour chaque joueur. Et un rajout de 30 minutes au 40e coup atteint et toujours 30 secondes par coup en plus. Donc là, après grand rock, j'arrive à la position où je ne connais plus. Je ne connais plus et je vois que mon adversaire, il a 1h34, donc il a gagné du temps tellement pour lui, c'est facile de jouer. Je ne comprends pas trop ce qui m'arrive à ce moment-là. Je me dis, punaise, ça va être chaud quand même comme match parce que c'est une position hyper complexe et je vois déjà se dégager des plans assez simples avec les blancs puisque mon pion est en H6 et non en H7. On appelle ça un point de percée rapproché. J'ai l'impression que mon adversaire, Thibaut, va pouvoir m'attaquer beaucoup plus facilement. Il faut donc que je réagisse dans cette position. Et après une réflexion, je vais jouer C prend D4 pour essayer de mettre le bazar au centre. Cavalier prend D4. Et ici, et même avant, le coup usuel, c'est plutôt F6. Je ne l'ai pas joué. J'ai préféré jouer KSC5. Et là, j'ai une peur bleue d'un coup. Je vous laisse un petit peu le chercher de votre côté.
j'imagine que vous avez peut-être mis pause sur la vidéo. Et là, le coup qui me faisait hyper peur, qui était saignant, qui m'aurait fait mal, c'est G4. G4, pour moi, c'était un coup assez logique. Et je vous explique pourquoi Thibaut n'a pas joué sur G4. Il avait peur, et c'est la réaction que je souhaitais mettre en place, de F6. On dit attaque à l'aile, réaction au centre. Et il avait peur, après E prend E, de Dame prend F, Dame prend F, avec l'attaque du pion F4. Et c'est vrai que là, je m'en sortirais. Mais dans la partie, j'avais peur qu'il continue avec G5 tout simplement, quitte à sacrifier le pion central en laissant F prend E, puisque là, il menace de dégommer complètement mon petit roc. J'ai eu peur de cette variante. Il ne l'a pas joué, fort heureusement pour moi. Et on peut dire que j'ai quand même perdu la bataille de l'ouverture. Et on va arriver petit à petit sur d'autres séquences. Mais en tout cas, déjà, l'ouverture, perdue de mon côté. J'ai voulu surprendre, c'est bien. Il faut que vous vouliez surprendre vos adversaires, particulièrement ceux que vous connaissez. Mais là, mon adversaire m'a mieux lu que moi, tout simplement. Autre étape clé, en général, aux échecs, être ambitieux. Je pense que c'est encore plus vrai quand vous connaissez l'adversaire. Celui qui va être ambitieux, celui qui va mettre la pression sur l'adversaire, risque d'être récompensé. Et je pense que Thibaut a voulu jouer un petit peu trop propre dans cette partie. Il a manqué un petit peu d'ambition dans cette position en ne jouant pas G4 et il a préféré jouer le timide G3. G3, j'ai joué fou D7 et il a joué fou G2 pour préparer, développer ses pièces sans m'attaquer véritablement. Si dans les parties normales aux échecs, on se développe, on place ses pièces, dans les rocs opposés, un des joueurs qui a fait le petit roc, l'autre le grand, on fonce sur l'adversaire. Et j'estime que dans cette partie, si j'ai réussi à redresser la barre après l'ouverture, c'est tout simplement parce que j'ai été ambitieux. Du coup, dans cette position, je vous propose de réfléchir un instant et de trouver le coup que j'ai joué dans cette position. On est parti, j'imagine que vous avez mis pause et j'ai ici balancé B5. C'est thématique dans les rocs opposés. J'offre un pion à mon adversaire et l'objectif, c'est s'il accepte ce don, que je récupère des compensations avec l'ouverture de la colonne B. C'était très dangereux de le prendre et Thibaut a eu un peu peur et il s'est dit, il est en train de m'envoyer du lourd sur mon roi, sur mon aile dame et du coup, je fais G4. Et on voit que c'est le coup qu'il pouvait jouer 2 coups avant. Du coup, il a vraiment perdu du temps. Et là, maintenant, je suis déjà aux portes du royaume blanc. Je peux jouer B4, je peux jouer cavalier A4, je peux jouer cavalier prend D4 et B4. Bref, j'ai pas mal d'opportunités. J'ai finalement opté pour cavalier A4, qui n'est peut-être pas le meilleur coup selon l'ordinateur, mais moi qui me plaît quand même pas mal. Thibaut a opté pour cavalier E2 et j'ai continué à ramener du monde à la fête avec tour C8. Et on imagine la même situation, si Thibaut avait été ambitieux, il m'aurait déjà envoyé sur mon roi noir une plus grosse attaque. Il a ici été logique avec G5. Et maintenant, j'ai pu faire H5 pour fermer quand même la boutique. Et j'ai quand même des chances d'avancer dans cette position. Moi aussi, de mon côté, normalement, j'aurais pu avoir la même position sans avoir démarré cette attaque avec B5 cavalier A4. Et ça aurait été le drame. Parce qu'il a des coups comme G6, il a des coups comme F5. Et c'est bien d'avoir un contrepoids de l'autre côté. Donc, petit manque d'ambition. Je passe sur avance rapide. Tour H1, B4. Ça y est, j'envoie du monde à la fête. Roi B1. Et encore des coups malins pour que vous voyez se dessiner mon attaque. Cavalier A5. Alors oui, je mets mes cavaliers au bord. On dit des fois cavalier au bord, cavalier mort. Ce n'est pas du tout vrai si vos cavaliers ont une case de rebond. C'est ce qui s'est passé ici. J'ai des cavaliers C4, j'ai même des sacrifices de cavaliers pour ouvrir les lignes. En tout cas, c'est surtout cavalier C4 qui fait très peur avec une pression sur la dame et le pion B2. J'ai envie d'éclater le roi. Ça a conduit Thibaut à ici faire une énorme concession. Il a perdu la bataille là du milieu de jeu, puisqu'après B3, j'ai pu jouer cavalier C3. Il a d'énormes trous dans le roc. S'il fait cavalier prend, mon pion s'infiltre avec peut-être des idées de maths à terme avec dame A3.
Il a donc préféré ici laisser la qualité et j'étais bien content dans cette position de prendre la tour et ça y est, j'ai gagné la bataille. On s'arrête là pour cette séquence et on fait avance rapide. J'ai maintenant une qualité de plus. La position est censée être gagnante pour moi. Je n'ai plus qu'à confirmer le gain. Donc c'est le Monopoly traditionnel de la team. Okay, so you have money. Okay, that's good. We both have. Okay, pick. Shit, my hand is very big. Cards don't fly out. Okay, pick. I'll pick? Yeah, pick. And give me something. Oh, it's another three. Yes, use it. Donc ça joue très bien aux échecs et ça joue bien au Monopoly aussi. 3 grands maîtres et 1 maître. Grosse avance rapide de ma part, comme je le disais. On est ici dans une position où chacun des joueurs a décidé d'attaquer l'autre. Mais j'ai réussi à sécuriser mon roi en E7. J'ai donc pas de souci sur mon roi. Et ça commence à être assez ouvert, proche du roi de Thibaut. Thibaut vient ici de jouer fou G4. Et là, il y avait un gain à trouver que j'ai manqué. C'est assez terrible. Je vous laisse le chercher. Il vous faudra sans doute plus que 2 minutes pour trouver le gain que j'ai manqué dans cette position. Alors, le gain, comment s'obtenait-il? Tout simplement, c'est le coup que j'avais prévu en fait quand il a joué fou G4, mais je n'ai pas trouvé la solution. Donc, j'avais prévu de jouer tour prend B3. Alors, je dois faire un petit peu gaffe ici. Si ma tour n'était pas là, il peut y avoir des découvertes sur ma dame. Attention, il y a un rayon laser, donc il faut que je fasse un petit peu attention. Mais ce rayon laser, il fonctionne dans les deux sens. Si le cavalier part sans mettre échec, je peux prendre sa dame. Donc, tour prend B3, c'était un magnifique sacrifice de démolition. Démolition du petit roc, du grand roc blanc, en tout cas de l'ossature de pion, du squelette de pion, avec l'idée de refaire sacrifice de tour. Je gagne que 2 pions, mais là, le roi est complètement dénudé. Il n'a pas le droit de prendre avec le cavalier, sa dame est en l'air. Et là, j'ai raté dans le calcul, je joue pour mat. Si Thibaut fait roi 1, je fais simplement dans cette position dame à 5 et je gagne la partie, puisque sur dame à 2, il y a tour à 3. Forcément, ça, il fallait que je le calcule dans la tête. Donc, ce n'est pas si évident que ça, mais j'y étais arrivé quand même. Ça fait longtemps que je joue aux échecs, c'est quand même logique que j'arrive à calculer ça. Roi A2, c'était normal. J'ai calculé ici dame A5, variante forcée, puisque je cherche le mat, mais il a roi prend B3. Et là, je me suis arrêté là dans ma tête en me disant que sur dame A3, il allait fuir en C2, et que même si je faisais fou A4, il allait fuir en D2. Seulement, j'ai raté quelque chose. Lorsque je dis de faire tourner votre radar tactique, je vous dis de bien regarder les pièces non protégées. Rappelez-vous, la dame est toujours non protégée, donc ici je pouvais jouer dame A3. Roi C2, effectivement, malheureusement pour moi, à une case près, si on peut dire ça comme ça, effectivement, sur dame C3, il y a roi B1, il y a presque mat. Mais presque mat aux échecs, c'est rien du tout, quoi. Seulement là, dans cette position que j'avais mobilisée, si vous voulez, à l'aveugle, je cherchais mat, je n'ai pas trouvé. J'avais juste dame A2 en un coup qui gagnait la dame par enfilade. J'ai raté ça. Incroyable. Et pire encore, cette position, donc je rate ce calcul qui est quand même assez élémentaire puisqu'il est forcé, donc assez facile à calculer. Pourquoi? Parce que j'étais focus mat, voilà mon excuse, qui n'en est pas une au final. De grosses déceptions. Et en plus, j'ai complètement pataugé à partir de là. J'ai pris pas mal de temps d'ailleurs à ne pas trouver ce calcul. Et du coup, je me suis retrouvé dans une situation extrêmement difficile, alors que même sans trouver le calcul, la position est très avantageuse, donc j'aurais dû travailler la position. J'ai raté, psychologiquement, j'ai accusé le coup aussi de ne pas trouver le gain, et je me suis retrouvé dans une situation difficile, et c'est la dernière séquence de cette partie. Alors, super match là. Moyanello 2600. Nous avons nos 3 grands maîtres indiens en plein match de foot. Le niveau n'est pas tout à fait le même qu'aux échecs. Il y a quelques petites pauses. Et arrivée d'un maître français.
Et le CSC malheureusement pour l'équipe Papadiamandis Sarine. Dernier moment de cette partie et ça y est, je me suis craqué, il n'y a pas d'autre mot, je suis un petit peu dépité. Je viens au tournant de ne pas trouver la solution et au final, j'ai activé les pièces de mon adversaire et les miennes sont de moins en moins actives. Je vois même que je suis moins bien puisque je joue tour G8 dans cette position pour protéger le pion G6 qui était en l'air, pas le choix. Et je propose nul. Aux échecs, vous le savez, à n'importe quel moment de la partie, vous pouvez proposer nul. J'ai senti que j'étais moins bien, j'ai donc proposé nul. Et là encore, c'est assez intelligent de ma part, ça met la pression sur l'adversaire. C'est déjà une bonne arme, en règle générale, quand vous ne connaissez pas la personne. Mais quand vous connaissez la personne, c'est toujours une bonne idée aussi. Si vous estimez que vous êtes moins bien, vous allez lui mettre encore plus de pression. Et c'est important. Comme quoi, vous le voyez, il faut faire complètement abstraction du contexte. J'essaie de faire comme si je ne connaissais pas mon adversaire. Et dans cette position, Thibaut, il avait un moins bon classement que moi sur le papier, mais il voit que sa position est meilleure. Il a fait ce qu'il fallait, il a continué, il a accepté le défi. Il se dit, non, je vais te battre et c'est ce qu'il faut faire sur le long terme. Malheureusement pour lui, et c'est pour ça que je suis content, parce que j'ai battu mon pote, vous allez le voir, ça s'est mal passé. J'ai continué, et je vais vous faire une petite avance rapide, à essayer de m'activer, mais j'ai fini par céder du terrain et à perdre un pion. Et là, on se retrouve en crise de temps. J'ai moins de 2 minutes, lui a moins de 5 minutes, et ça va être de pire en pire. Et dans cette séquence un peu blitz, j'ai réussi à l'entourlouper en faisant jouer un petit peu l'expérience. Il va être un peu passif à partir de ce moment-là. Thibaut, je pense qu'il n'a pas envie de se craquer. Il y a eu la proposition de nul. Et vous voyez, il joue vraiment très passif. Alors que moi, je m'active dans cette phase blitz un peu rapide. Il fait des coups très passifs. Et c'est ce qui va me faire gagner. Très simplement, on voit que chaque coup qu'il fait, c'est un petit peu sur le reculoir. Tandis que moi, c'est vers l'avant. Et du coup, il va perdre tout à fait tranquillement. Déjà, il va échanger son joli cavalier contre mon mauvais fou. Et je vais pouvoir taper ses pions et lui casser son squelette. Il est obligé de pousser F5 ici. Tout son squelette est cassé. Et ça va se finir sur une tactique. Là, ses pions sont faibles. Il ne peut pas pousser G7. Je viendrai le cueillir, son pion, donc il n'y a pas de problème. Il fait fou prend F5. Et là, je trouve un joli coup tactique pour l'empêcher quand même, parce qu'il faut faire attention. Si je ne fais pas gaffe, évidemment, ces pions peuvent prendre de la valeur. Je fais tour G4. Et sur fou prend, il serait foutu après tour prend F2, puisque son roi serait obligé d'aller sur la première rangée, ce qu'on n'a pas du tout envie de faire. Il attendait tour F1, et après tour G2, je lui colle son roi sur la première rangée. Et maintenant, je gagne facilement avec tour G5. C'est carrément le gain du fou avec G7 tour prend. Là, je menace tour F7. Et s'il décide de protéger avec fou D3 tout de suite, maintenant, je fais simplement tour prend F1, fou prend F1 et le clouage. Ça se finit comme ça. Cruelle désillusion pour lui. Et pour moi, dans cette première partie du top 16, c'est une reprise. J'ai joué 9 parties en 2 ans et demi. Je ne suis pas rassuré. On ne va pas se mentir. Normalement, ce n'est pas censé être un ping-pong d'avantage. Quand vous êtes maître international, pro ou semi-pro, parce que je suis surtout pro de l'entraînement, vous ne devez pas faire des parties comme cela. Quand vous avez l'avantage, vous devez verrouiller, sécuriser votre avantage et au pire faire nul. Là, on a vu que je m'étais retrouvé en difficulté. C'est absolument anormal. Par contre, je vous ai donné les clés principales pour améliorer votre jeu quand vous jouez un ami. Mais c'est des clés qu'on retrouve dans le jeu de compétition en règle générale. Mettre la pression sur l'adversaire, faire abstraction du contexte, c'est la base. Surprendre, c'est important aussi. Voilà les clés que j'ai pu vous donner. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout la suite de ce championnat de ligue professionnelle du top 16 des échecs. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Nazarene. Happy birthday to you.
retenir de cette première partie du top 16 de la division pro des échecs? Je jouais contre un ami. Ça doit vous servir. Je vous ai donné quelques conseils. Surprendre dans l'ouverture, il l'a mieux fait que moi d'ailleurs. Mettre la pression sur l'adversaire, ça je l'ai bien fait. J'ai été plus ambitieux que lui dans le début du milieu de jeu et j'ai réussi à prendre l'avantage. On a vu aussi qu'il fallait rester concentré parce que j'ai raté quand même une phase de calcul assez simple. Et la partie s'est alors retournée. Mais j'ai quand même réussi à lui mettre la pression en proposant nul et à le retourner dans la phase du jeu rapide. Je me suis donc bien battu jusqu'au bout et c'est ce que vous devez faire dans vos propres parties. C'est clair. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous saluer, de vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos parce que je vais faire toute la série sur le top 16. Et si vous avez apprécié mon travail, n'hésitez pas à le liker et à mettre un petit commentaire sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Salut, bye bye.